mon écran. J'espère que vous voyez tous l'écran. Oui, monsieur. Qu'est-ce que la Oui, gestion de projet? Merci. Perfect. Qui peut me dire la définition de la gestion de projet, la gestion de projet? Ou bien, qui peut me dire en quelque sorte c'est quoi la gestion de projet? Comme je l'ai dit, la formation est interactive, hein. Vous pouvez réagir à tout le monde. Il y a quelqu'un qui vous rejoint. Attends, je vais essayer de. Voilà, allez-y. Qui peut me dire c'est quoi la gestion de projet? allô? Oui. Oui, pour moi, la gestion des projets, c'est d'abord une l'organisation Mhm. qu'on met en place dans le but suivre, de suivre, d'organiser, de structurer, Mhm. et dans le but d'atteindre les résultats escomptés, les résultats que nous avons prévu atteindre, en fait. Effectivement. C'est excellent. C'est excellent comme définition. Et quelqu'un d'autre? Bon, moi, alors, gérer un projet, pour moi, c'est connaître les différentes étapes des différentes procédures qui vont nous aider à atteindre les objectifs. L'atteinte des objectifs. Mhm. C'est bien. Mhm. Et la première a parlé d'organisation. La deuxième a parlé d'atteinte des objectifs. Qui d'autre? Qui d'autre? Ok. En fait, il n'y a pas de il y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La gestion de projet, comme ils l'ont tout dit, hein, en réalité, c'est ça. La gestion de projet, c'est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet. C'est en quelque sorte euh, la chose qui nous permettra d'atteindre l'objectif en temps et en heure. Parce que n'oubliez pas que la gestion de projet, ou en gestion de projet, les éléments les plus importants, c'est le temps. On fait référence au temps. Dans le temps, on voyage dans le temps. Et le temps est l'élément le plus important dans la gestion de projet. Donc, l'organisation se fait dans le temps, mais également l'objectif, l'atteinte des objectifs se fait en tenant compte le temps. Ce qui veut dire que la gestion de projet est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement de projet et à en atteindre des objectifs en temps et en heure, selon les objectifs que nous avons fixés. Les objectifs que nous sommes fixés, nous allons essayer d'organiser nos activités en étant dans le temps, sans pour autant sauter sans pour autant sauter dans le temps afin d'atteindre l'objectif fixé. Comme si je donne un exemple par rapport à ça, on vous demande de, on vous demande comment dirais-je, de réaliser un projet dans une période de 2 mois par exemple. La personne vous dit que moi je veux que, quelle que soit la situation, je veux que notre projet termine le mois d'octobre. Mais la personne ne vous a pas donné le début du projet, mais la personne vous a donné simplement la fin du projet. Il y a une manière, il y a une manière de planifier ça au niveau de domaine projet qu'on va le voir, Inch'Allah, une fois qu'on arrivera là-bas. Il y a une manière de planifier le projet en tenant compte la fin du projet ou bien en tenant compte le début du projet. Mais la planification, en sorte, vous allez essayer de prendre en compte ce temps vous a été donné. Maintenant, comment nous allons organiser la gestion de projet? Généralement, pour réussir la gestion de projet,
Avec l'efficience, comment dire, il est important de suivre les 5 phases. Les 5 phases que nous allons citer, à savoir l'initiation, la planification, l'exécution, le suivi et contrôle, et enfin, nous avons la fin du projet. Dans l'initiation du projet, c'est l'étape où l'on doit regrouper les détails du projet que nous voulons réaliser. Dans l'initiation du projet, dans cette partie, nous allons regrouper les détails du projet. Tout ce que nous voulons réaliser au cours du projet, nous allons les lister, nous allons les regrouper. Tout ce que tout ce que nous avons bougé pour le bon déroulement du projet, nous allons les réunir, les lister et les regrouper. C'est dans cette étape-là que nous allons essayer de regrouper ces éléments-là. Et ensuite, nous allons faire Allô? oui, Excusez, j'ai une préoccupation concernant les étapes. Souvent, dans certains documents, on voit 6 étapes. Ils mhm, parlent d'abord de l'avant-projet, avant mhm, la phase d'initiation. Bon, mhm. c'est pas. Avant, Et souvent, j'ai lu certains bouquins, certains documents. oui. Au niveau des étapes, ils ont Mhm, parlé de 6 étapes. Ils ont parlé mhm, d'abord de l'avant-projet. Ils ont parlé d'un mhm, certain nombre d'éléments au niveau de l'avant-projet. Par exemple, généralement, nous, dans nos Je projets, on commence je d'abord par un je sais pas, avant-projet. je ne suis pas, je ne sais pas si c'est de mon côté ou bien si c'est de ton côté, mais savoir pourquoi. Allô? Oui, On s'entend bien? Voilà. Je maintenant ça disais passe. que, en fait, moi, ici, dans le domaine du BTP, Mhm, voilà, souvent dans les projets, on structure en 6 étapes. On fait d'abord mhm, un avant-projet qui regroupe, bon, par exemple, la phase de l'architecte où l'architecte fait les esquisses. mhm, Vous faites certains plans et autres proposés. Le maître d'ouvrage valide d'abord. Donc, mhm, on part d'abord de l'avant-projet. mhm, Lorsque c'est validé, que maintenant, on passe maintenant à la structuration, la planification, il y a l'estimation du coût et autres, ainsi de suite. Partie. Donc, je ne sais pas si ça fait partie aussi de l'initiation. La partie avant-projet, études et autres, études du projet, quoi, je veux dire. mhm. Bon, effectivement, en fait, euh, pourquoi nous avons réduit ces éléments-là en 5 parties? Parce que dans l'initiation, comme je l'avais dit, tout ce que nous avons bougé, on peut pas avoir ces informations-là sans pour autant essayer de faire une étude en amont. Et en faisant l'étude en amont, on pourra essayer d'identifier les projets, définir les études, rédiger la charte de projet. Et dans cette partie-là également, nous pouvons définir nos études, c'est-à-dire définir le projet, établir sa faisabilité, obtenir l'approbation des parties prenantes. Dans l'initiation, nous allons prendre en compte ces informations-là sans pour autant essayer de les dissocier. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est que c'est ce qu'ils ont dissocié, ils ont mis dans la partie avant-projet. En Sûrement, effet. quoi. Comment? Ok, ok, merci bien, j'ai compris. Ok, ça passe. Après l'initiation du projet, nous allons attaquer comment la deuxième phase, qui est la planification. Dans la planification d'un projet, ceci correspond à l'organisation des tâches à réaliser. Dans la planification, nous allons essayer de planifier notre projet qui correspond à l'organisation des tâches à réaliser sur une période donnée. Dans cette partie, que ce soit la planification budgétaire, la planification des ressources, nous allons essayer de bien planifier ces informations-là. Et dans cette partie-là, ce ne sera pas un problème dès qu'on arrivera au niveau de notre projet. Et là, vous saurez en réalité comment nous allons planifier des ressources, comment nous allons planifier le budget. Il y a quelqu'un qui va entrer. C'est pas possible. Voilà. Dans la planification, nous allons faire la planification des ressources, que ce soit des ressources, ça soit niveau de consommation, travail et des ressources pour. Nous allons essayer
de faire la planification. Et nous allons également essayer de faire la planification budgétaire pour pouvoir bien faire un suivi de notre projet. Et après la planification, nous aurons à ce qu'on appelle l'exécution d'un projet. Pour l'exécution d'un projet, il sera appliqué les tâches énumérées dans la planification. Dans cette partie-là, dès l'instant que nous avons fait une bonne planification, dans l'exécution, nous essaierons de les exécuter, tâche par tâche. En faisant l'exécution du projet, nous pourrons maintenant attaquer ce qu'on appelle ce qu'on appelle le suivi et contrôle. Nous avons fait une bonne planification de notre projet. Les tâches ont été exécutées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le suivi du projet. Pourquoi le suivi du projet? Parce que généralement, si on prend l'exemple de certains bailleurs, ils ne maîtrisent pas la zone. Ils viennent, ils veulent implanter, ils veulent investir dans le pays. Ils veulent lancer un projet dans un domaine. Maintenant, ils veulent quand même essayer d'être en collaboration avec certaines personnes, ou en partenariat avec certaines personnes. Ces gens-là, qu'est-ce que les bailleurs cherchent? Les bailleurs, ce qu'ils demandent, soit ils peuvent demander d'être impliqués dans la réalisation du projet, mais ils peuvent également demander ce qu'on appelle un rapport à la fin du projet. Tout comme ils peuvent demander un suivi rigoureux du projet. Mais généralement, ces genres de suivi-là ne sont pas ceux qui sont membres ou bien ceux qui font partie de l'équipe du projet. Ils peuvent demander une personne tierce du projet, une personne lambda qui ne fait pas partie de l'équipe du projet pour que ce dernier puisse quand même faire le suivi et le contrôle du projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, si la personne ne fait pas partie de l'équipe du projet, la personne pourra bien faire le boulot sans pour être influencé sans pour autant être influencé par les autres équipes du projet. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que le suivi et contrôle, c'est la partie qui nécessite le plus d'outils de conception pour le contrôle. Afin d'analyser les risques du projet, faire du reporting, comme je l'avais dit, pour le rapport, que nous allons essayer de voir avec MS Project. Tout comme vous pouvez également faire un rapport au niveau de Power BI ou bien au niveau d'Excel, mais c'est aussi possible de faire un rapport au niveau de MS Project pour essayer de faire la présentation de votre projet. Que ce soit le rapport budgétaire et les ressources, tout type de rapport, nous pouvons le faire avec MS Project. Et après le suivi et contrôle, il y a la dernière phase qui s'appelle la fin du projet, qui nous permettra de faire la revue des tâches et la célébration de l'ouverture de notre projet. Cette partie nous permettra quand même de faire la revue. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la fin d'un projet, nous devons essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, si nous avons pu constater, avant de lancer un nouveau projet, en amont, si on fait ces études-là, nous allons essayer de voir, dans le nouveau projet, nous allons essayer de voir quelles sont les pièces, quelles sont les erreurs, qu'est-ce que les erreurs à éviter et quels sont les éléments à maintenir pour le bon déroulement de ce nouveau projet-là. Et après ça, nous allons essayer de voir comment on fait l'élaboration d'un plan de projet. L'élaboration d'un plan de projet se fait en 10 étapes. Il y a ce qu'on appelle les études du projet et les livrables. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé les ressources que je vous ai envoyées. Parmi ces ressources-là, il y a, dans le support de cours, il y a une feuille Excel que j'ai insérée là-bas. Dans cette feuille Excel-là, qui est d'ailleurs divisée en deux parties, en deux feuilles, il y a la partie objectif du projet et les livrables. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la mise en place de l'hypothèse et les hypothèses. Pour les objectifs du projet, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne lance pas un projet parce que mon ami a déjà lancé un projet. Mais on lance un projet pour essayer de résoudre un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement,
Dès l'instant que nous avons fait des études en amont et que nous avons remarqué qu'il y a une faille quelque part, notre motivation, c'est de résoudre ou bien c'est de répondre à cette faille-là. Et dès l'instant qu'on a trouvé l'objectif du projet, maintenant nous allons se poser la question à savoir quels sont les livrables, quelles sont les personnes intéressées pour ce projet-là. Après ça, nous allons essayer de mettre en place, de mettre en place des hypothèses du projet. Et ces hypothèses du projet, pour contenir quand même des informations essentielles que nous allons essayer de voir sur la feuille Excel. Et après, après les hypothèses, au niveau de l'hypothèse, nous pouvons faire même que ce soit lancement des candidatures et consorts. Dès l'instant qu'on lance les candidatures, nous allons essayer de faire le recrutement. Au niveau de l'étape de recrutement, nous allons également identifier les potentiels historiques du projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut revenir sur une petite anecdote. Il y a des années, je pense que durant les années 2015 comme ça, ou bien entre 2012 et 2015 comme ça, il y a un Français qui est venu au Sénégal qui veut investir. Mais avant qu'il ne vienne, il y avait un Sénégalais qui veut également investir dans le même domaine, mais qui n'a pas quand même des fonds nécessaires. Mais quand même, il a un business plan bien rédigé et l'idée est là, mais seulement que le fonds qui lui permettra de lancer le projet, il ne l'a pas. Il est parti vers l'État, il s'est dirigé vers l'État afin d'avoir un financement pour lancer son projet. Et le projet, il devait le lancer à Diguerson. Lorsqu'il était parti, il n'avait que 5 millions avec lui. Il a demandé un financement. L'État lui a demandé combien il a en sa possession. Il n'avait que 5 millions avec lui. Et le projet coûtait, si je ne me trompais pas, le projet coûtait entre 200 et 500 millions comme ça. Et le gars, il ne pouvait pas quand même réaliser. L'État n'a pas voulu l'accompagner dans ce projet-là. Pourquoi? Parce que simplement, d'après ce qu'il a dit, il n'a pas les fonds nécessaires pour. Il n'a pas un bon fonds de roulement ou bien un fonds de roulement nécessaire pour bénéficier en financement afin de réaliser le projet. Et le français est venu, il a posé sur la table 200 millions et l'État lui a subventionné pour lancer le projet. Et là, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que l'État n'a pas favorisé ce qu'on appelle le protectionnisme des entreprises locales. Et au niveau des potentiels russes, peut-être aussi que dans son business plan, l'État a remarqué certains risques que la personne n'a pas pu détecter. Même si je ne suis pas en train quand même de cautionner ou bien de défendre l'État dans ce sens-là, mais je parle en tant que quelqu'un qui doit d'abord faire l'étude en amont sur les différents projets, c'est-à-dire le business plan de différents projets. En faisant l'étude du business plan de son projet, s'il y a des parties que la personne a omis, que la personne n'a pas pris en compte, cela peut avoir un impact direct sur son projet. Et ce qui entre dans le cadre des potentiels risques du projet. Et après ça, nous pouvons également entamer ce qu'on appelle la mise en place du calendrier. Nous avons identifié les risques et au niveau de l'identification des risques aussi, il faut également, avant de mettre en place son projet, ou bien avant même de rédiger son business plan, il faut d'abord faire l'étude sur le terrain. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut y avoir des projets qui sont passés par là et qui sont tombés en faillite. Et vous allez faire des études par rapport à ça. Qu'est-ce qui a poussé ces projets-là d'aller en faillite? Pourquoi ces projets-là n'ont pas pu atteindre l'objectif? Ne vous concentrez pas sur des projets qui ont réussi, mais des projets qui sont tombés en faillite. Et si vous avez pu détecter les sources de risque, vous allez maintenant se baser sur ces sources de risque-là pour essayer de ne pas commettre les erreurs que ces entreprises-là.
Mais n'oubliez pas aussi qu'en parlant d'entreprise, il y a une différence entre entreprise et projet. Pour les entreprises, la durée de vie maximale pour les entreprises, c'est de 99 ans. C'est-à-dire la DIP des entreprises, c'est de 99 ans. Par contre, pour les projets, c'est de 5 ans. Mais n'oubliez pas également qu'un projet, toute entreprise du monde, toute entreprise commence par un projet. Il faut d'abord rédiger un projet, le soumettre afin de créer un projet. Et dans une entreprise également, nous pouvons avoir plusieurs projets. Des projets qui seront dirigés par qui seront également dirigés par plusieurs directeurs de projet. Et dès l'instant que nous avons fait l'identification des structures, comme je l'ai dit, nous allons entamer ce qu'on appelle la mise en place d'un calendrier. Et pour la mise en place d'un calendrier, nous allons prendre en compte de l'information, soit de l'information du bailleur par rapport à la durée du projet, soit à notre expérience, à l'expérience que nous avons par rapport à ces projets-là, pour essayer d'être dans le temps, pour essayer de respecter le temps, afin de ne pas quand même d'avoir un projet qui sera dans une durée très étendue qui ne pourra pas, ou bien qui n'aura pas un impact significatif dans la communauté. Après que nous avons mis en place le calendrier, nous allons essayer d'élaborer le budget du projet. Nous avons le calendrier. Nous allons, en fonction de ce calendrier-là, et en fonction des tâches que nous avons, nous allons essayer de mettre en place ce qu'on appelle le budget. Quel est le budget qui correspond à cette tâche? Quel est le budget qui correspond à tel département? Quel est le budget qui correspond à tel? Et dès l'instant qu'on a pu élaborer ce budget-là, nous allons maintenant essayer de faire notre réunion de démarrage par rapport à ce projet-là. Et enfin, nous allons, les tâches du projet, nous allons enregistrer sur l'état du projet, essayer de faire ensuite l'approbation du plan de projet. Et dès l'instant que nous avons approuvé le plan de projet, nous pouvons faire maintenant des sponsors avec des télévisions et sponsors. Et enfin, nous allons exécuter ce qu'on appelle le plan du projet. Est-ce que cela c'est bon? Allô? Oui. J'ai une question. Au niveau de la réunion de démarrage, Oui. est-ce qu'il y a une différence entre réunion de démarrage et réunion de cadrage? S'il y a une différence entre réunion de démarrage et réunion de cadrage. Par rapport au niveau de la réunion de démarrage. Allez-y. Oui, parce que souvent, dans certains projets, avant de démarrer, voilà, souvent j'entends parler de réunion de cadrage. Le chef de projet initie une réunion de cadrage. Donc, je ne sais pas si c'est pareil à une réunion de démarrage. Si, en effet, il y a une différence. Il y a une différence, mais qui bon, pas totalement important, mais il y a une différence. En ce qui concerne les réunions de démarrage, l'objectif dans cette réunion, l'objectif est lié, ou bien disons que cette réunion aura lieu après la phase d'initiation et a pour but de marquer officiellement le début du projet. Par contre, pour la réunion de, comment dirais-je, vous avez parlé de démarrage et cadrage, n'est-ce pas? Allô? Vous me recevez? Il a parlé de cadrage, réunion de cadrage. Réunion de cadrage. Oui. Ok. Par contre, pour la réunion de cadrage du projet, le cadrage du projet, c'est une étape dont, au préalable, il faut d'abord l'exécution. Il faut d'abord faire une exécution qui vise à définir précisément les différents contours du projet, c'est-à-dire les objectifs, les détails et la manière dont le projet sera géré. Je ne sais pas si la réponse a été claire ou pas. Oh, d'accord, ok, ça compris. C'est bon. On peut passer. On peut passer? Oui, c'est bon. Ok. Oui. En tout cas, il faut retenir en résumé que pour les réunions de démarrage, elle lance officiellement le projet, quoi. Les réunions de démarrage lancent officiellement le projet et elle vise également à assurer
que tous les participants accompagnent les grandes lignes et la vision du projet. C'est ça, l'objectif de la réunion de démarrage. Et pour la réunion de cadrage également, elle entre dans le détail elle entre dans le détail et décide également le paramètre du projet. Il faut s'agir d'objectifs, porter le planning, les ressources et garantir que le projet démarre sur les bases claires et bien structurées. C'est ça en quelque sorte la différence entre les deux. Et ensuite, on va voir le rôle de manager de projet. Quel est le rôle de manager de projet selon vous? Quel est le rôle de manager de projet? Quel est le rôle de manager de projet? Je peux? Oui, allez-y. Oui, en fait, manager un projet revient à s'assurer de la bonne exécution des différentes tâches qui vont cadrer avec les objectifs attendus. En effet. Quelqu'un d'autre? En effet, c'est ça. Bonjour tout le monde. Allez-y, oui. Oui, le manager de projet est est la personne responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture du projet. En effet, c'est parfait aussi. En tout cas, c'est la personne morale ce qu'il faut retenir. Le manager de projet, c'est la personne qui organise, qui conduit le projet bout à bout. C'est la personne également qui assume la responsabilité des différentes phases, depuis la traduction des besoins d'utilisateurs en spécification fonctionnelle et technique, jusqu'à la recette d'utilisateur, voire la mise en production. C'est la personne qui assume toutes les responsabilités dans le projet. C'est le leader en tant que tel, si on peut le résumer, c'est le leader de l'équipe. C'est le leader de l'équipe. Maintenant, quelles sont les compétences d'un bon manager de projet dans le cadre de cette formation-là? Quelles sont les compétences d'un bon manager de projet? Quelles sont les compétences qu'un manager de projet doit avoir? Savoir travailler en équipe. Travailler en équipe, oui. Effectivement. Un bon manager de projet Il doit être aussi un bon communicant, quelqu'un qui communique très bien, qui sait déléguer des tâches, qui sait vraiment, bon, en tout cas, au niveau de la communication, une très bonne communication. C'est tout ça. Avec l'équipe, quoi. Effectivement, c'est tout ça. D'ailleurs, on ne peut pas être un bon leader sans pour autant avoir la base en communication. Ce n'est pas possible. Il faut avoir la base en communication pour espérer être un bon leader. Parce que la communication, avant tout, c'est la communication. Ici, nous allons commencer d'abord par les compétences des logiciels. C'est-à-dire, le manager de projet doit avoir un bon niveau en Excel. Ça, c'est primordial. Vous devez avoir un bon niveau en Excel. Si vous n'avez pas un bon niveau en Excel, vous aurez des problèmes. Excel, d'ailleurs, c'est la base. N'importe quel logiciel, que ce soit le logiciel MS Project, que ce soit le logiciel Power BI, que ce soit le logiciel Stata, que ce soit le logiciel QGIS, n'importe quel logiciel, vous devez avoir la base sur Excel d'abord avant de travailler sur ce logiciel-là. Parce que vous aurez besoin des feuilles d'Excel. Et pour ça, il faut d'abord faire la bonne structuration sur Excel avant d'aller sur MS Project. Si vous ne maîtrisez pas ce logiciel-là, vous aurez des problèmes sur les logiciels. Il faut d'abord un bon niveau sur Excel, maîtriser plusieurs logiciels de gestion de projet. Il faut avoir un bon sens de leadership, comme vous l'avez tous dit, que ce soit dans la communication, que ce soit déléguer une tâche, que ce soit savoir bien organiser les activités, ça rentre dans le cadre du leadership. Et enfin, la personne doit avoir des connaissances très avancées aussi en gestion de projet. Il faut souvent lire des bouquins qui ont un rapport avec la gestion de projet. C'est très important. Malheureusement, les bouquins les plus riches sont intégrés en anglais.
Et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un problème pour faire ça. Mais je pense qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, vous pouvez quand même essayer de traduire les bouquins qui sont écrits en anglais en français. C'est possible. Et voilà, c'est juste quelques rappels que j'avais envisagé de faire avec vous avant de commencer la formation. Avant de commencer de toucher comme le dedans. Maintenant, nous allons essayer de passer au niveau de, de, de notre travail pratique, le TP. Nous avons des TP, ou bien nous aurons des TP. Pour le travail, pour le premier, nous avons un travail d'organisation du projet, c'est-à-dire le travail pratique sur ce projet. Cas vaccination que nous avons pris, cas vaccination à la COVID-19 dans la région d'Ombourg, qui se trouve au Sénégal. Dans le cadre de lancement de ce projet de vaccination, notre ONG, Plan International, aurait reçu 300 000 $ des différents partenaires, dont la Banque mondiale, le PNU, l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement américain et l'Union africaine. La contribution des différents partenaires se présente comme suit. Il y a l'OMS qui a donné, l'Organisation mondiale de la santé qui a donné 80 000 $. L'Union africaine a donné 110 000 $. Les États-Unis ont donné 100 000 $. Les pays ont donné 50 000 $. Et la Banque mondiale a donné 40 000 $. Maintenant, les dernières informations techniques sur l'évolution de la maladie sur place. Il y a d'abord un effectif de la population dans la région qui est d'1 million. Je vais essayer de mettre ça. Qui est d'1 million d'habitants. La population atteinte de la maladie est de 300 000, dont 10% des cas sous respirateur. Des cas contacts suivis également sont de 250 personnes et 10 000 personnes sont mortes. Situation des hôpitaux, saturation totale. Rapport des experts, situation alarmante. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans ce projet-là? On nous demande d'élaborer un plan proposal du projet compte tenu de la situation. Avec cette situation alarmante, on nous demande de faire, d'élaborer un plan par rapport à ça. Et pour ce plan-là, ils donnent également des directives par rapport à ce plan. Pour la première idée, quel serait le nom du projet? Nous allons réfléchir là-dessus en trouvant le nom du projet que nous allons faire une facile Excel. Je vais vous amener le document. Je vais ouvrir la feuille d'Excel pour pouvoir travailler. C'est un cas déjà qui est traité. Voilà, c'est pas grave, voilà. Pour la première idée, on nous a demandé le nom du projet. Quel serait le nom de notre projet? Nous allons essayer de donner le nom du projet en tant que gestionnaire de projet. Là, un gestionnaire de projet, quand vous êtes chef de projet, vous avez une autre tâche à faire. Tout ce travail-là, c'est le gestionnaire de projet dans ça. Vous allez trouver un nom du projet. C'est à vous de le faire. Raison pour laquelle on dit que le gestionnaire de projet doit avoir des notions partout, que ce soit en marketing, que ce soit en comptabilité, que ce soit en économie. Et vous allez voir qu'on va toucher presque, nous allons toucher tous tous ces domaines-là, concernant l'économie, le marketing, la comptabilité, nous allons les toucher. Et là, ça entre dans le cadre d'un bon gestionnaire de projet. Dès l'instant que vous avez la base dans ces domaines, dans ces différents domaines-là, vous pouvez espérer être compétitif sur le marché d'emploi, ou bien dans le milieu professionnel.
Et l'IDD, qu'est-ce qu'on nous demande? L'IDD, on nous demande quelle serait la durée de notre projet par rapport à l'exigence proposée. On nous demande également de proposer la date de début et de fin du projet. Là, on ne nous demande pas de travailler ensemble, en équipe. Là, on demande au chef de projet de faire ce travail-là. Vous êtes le chef de projet, peut-être vous allez déléguer, on ne sait pas, vous pouvez déléguer, mais même si vous déléguez cette tâche-là, vous devez vous-même en amont avoir ces informations-là. Vous devez avoir ces compétences du moins. C'est pas parce qu'on dit qu'un bon manager de projet doit savoir déléguer, mais avant qu'on ne délègue, il faut savoir quand même, il faut avoir d'abord les compétences, c'est ce qu'on vous demande. Si vous n'avez pas la compétence de ce qu'on vous demande et que vous déléguez, là, la personne qui doit faire ça, si cette personne-là également n'a pas ces compétences-là, elle va se retourner vers vous. Donc, de préférable, il faut avoir la base ou des compétences dans ces domaines-là avant d'être un bon manager de projet. Et dès l'instant qu'on a pu trouver, dès l'instant qu'on a pu donner une date par rapport à ce projet, en tenant compte de l'urgence, nous allons également attaquer ce qu'on appelle la troisième idée, qui est la durée de travail de la semaine. La durée de travail de la semaine, bon, je ne sais pas si c'est partout en Afrique, mais la durée de travail de la semaine, c'est 8 heures par semaine. Qui c'est 40 heures par semaine, 8 heures par jour. Donc ça, c'est pas quelque chose de difficile. Il faut aussi, après avoir supposé la date de début du projet, quel est le nombre de jours fériés qui impactera l'évolution de notre projet? Nous allons essayer de regarder le calendrier. Les jours fériés, nous allons essayer de les éliminer. Parce que là, ça peut impacter l'évolution du projet. Et dès l'instant que nous avons pu détecter les jours fériés, nous allons maintenant voir comment nous allons travailler, ou bien comment nous allons travailler pour atteindre les objectifs du projet. Et pour la dernière idée, quelles sont les tâches qui seront liées à ce projet? Vous avez fait la première idée, deuxième, troisième. Vous avez donné un nom du projet. Vous avez proposé, vous avez donné des dates, la durée. Vous avez donné le nombre de jours fériés. Et là, maintenant, on vous demande de lister les tâches. Quelles sont les tâches qui sont essentielles pour le bon déroulement de ce projet? C'est à vous, gestionnaire chef de projet, qui doit faire ça. En tant que chef de projet, c'est à vous de lister les tâches là. Vous avez un projet, on vous a soumis un projet. Et dès l'instant que le projet a été soumis, c'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Quelles sont les tâches? Combien de tâches nous allons avoir? Quelles sont les tâches que nous allons avoir? Et combien de tâches nous allons avoir? Comment on peut structurer ces différentes tâches-là? Comment nous allons essayer de répartir les tâches-là? C'est à vous de prendre ça en compte. Et après ça, après cette partie, nous allons toucher ce qu'on appelle l'étape 2, c'est-à-dire la planification du projet. Dans la planification, est-ce que d'abord il n'y a pas une question avant de toucher l'étape 2? Il n'y a pas de question. Ok, on continue. Par rapport à l'étape 2, la planification du projet. Nous allons faire la planification du calendrier. Et dans le cadre de la planification du calendrier, il nous est demandé également de planifier des jours fériés dans notre calendrier. Bon, c'est détail-là, c'est MS Project que nous allons essayer de voir ça. Comment faire la planification des jours fériés dans notre calendrier afin que notre projet ne soit pas quand même affecté des arrêts liés aux fermetures. Au niveau de mes students, nous allons essayer de faire la planification des jours fériés. Et pour la planification, pour planifier la réouverture des samedis également, ouvrés selon notre calendrier, nous allons également prendre ça en compte. Pour d'autres, le samedi, ils peuvent travailler les samedis jusqu'à midi. Maintenant, nous allons voir ça au niveau de mes students. Comment nous allons planifier ça de telle sorte que nous pouvons travailler les samedis jusqu'à midi. Comme ça, le dimanche, c'est seulement le dimanche qu'on ne pourra pas travailler.
Mais les samedis, on pourra travailler jusqu'à midi, voire même jusqu'à 14 heures. Ça dépend. Ça dépend du calendrier que nous allons établir. Allô? Ah, oui, allô? Eh bien, concernant la planification, bon, souvent, si c'est un projet, surtout dans le BTP, souvent, on fait deux équipes. Sur les grands projets, on fait deux équipes. Souvent, on a des équipes de jour et puis des équipes de nuit, où les équipes se relaient, en fait. Oui. Bon, je ne sais pas s'il y a possibilité de nous montrer un peu comment ça se passe au niveau de la planification de ces équipes-là, comment faire la jonction, en fait, entre les différentes équipes qui vont se relayer le jour, la nuit, bon. Aucun souci. En Je fait, ne sais pas si la formation va prendre en compte cela. bon, en fait, il y a aucun souci en question. Pourquoi? La formation, en effet, euh, raison pour laquelle d'ailleurs on a inclus le cas du BTP. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la répartition des ressources, ou bien au niveau de la répartition des ressources, on peut faire, si on regarde bien, au niveau dans le domaine du BTP, il peut y avoir deux personnes, ou bien une seule personne, soit la personne, ils sont tous des ouvriers, d'autres peuvent travailler de telle heure à telle heure, maintenant ils vont prendre la pause, d'autres vont prendre la relève. Maintenant, ça, il faut pouvoir, ma machine, je vais surbrancher ça d'abord. Voilà. Euh, dans le cadre du domaine de BTP, on peut avoir des ouvriers qui, peut-être d'autres vont travailler dans la journée, ou bien d'autres vont travailler de 8 heures à 15 heures, et là, une autre équipe va prendre la relève de 15 heures ou bien de 16 heures à 18 heures. Et là, lorsqu'on aura à faire le cas du BTP, nous allons essayer de voir comment se fait la répartition de ces ressources-là. Bon, pour le cas du domaine communautaire, ce domaine-là, généralement, on ne rencontre pas ces cas-là. La majeure partie des cas, on ne les rencontre pas. Mais dans le cas du domaine BTP, on rencontre souvent ces cas-là. Raison pour laquelle on a justement d'inclure le cas un cas du domaine BTP pour pouvoir expliquer aux participants comment se fait ces dates de répartition-là. T'inquiète pas, nous allons essayer de voir ça au niveau de notre projet. Et maintenant, au niveau de la création des tâches, on nous demande de saisir toutes nos tâches du plan d'organisation. Nous allons inclure également leur durée. Nous allons insérer les sous-groupes et le nom du projet. Allô? Oui, allez-y. Allô, allô? Allez-y, Je allez-y. ne sais pas si moi seul, mais je n'entends pas M. Touré. Est-ce que c'est pareil pour vous tous ou bien c'est de son côté? Bon, moi, en tout Moi, cas, c'est OK. j'entends bien. Ok, essaie de te déconnecter et puis revenir. Je pense que c'est de ton côté. Qui avait posé la question? Jérôme. Ok. Au niveau de la création des tâches, on nous a demandé de saisir toutes nos tâches du plan d'organisation, inclure les durées, insérer les sous-groupes et le nom du projet. Rattacher également les sous-groupes avec leur tâche et faire de même pour le projet et le reste des tâches. Nous allons également insérer les colonnes prédécesseurs que nous allons insérer. Que ce soit les colonnes prédécesseurs, les colonnes, les colonnes prédécesseurs, les colonnes état, les colonnes de pourcentage, nous allons essayer de voir ça. Ça va nous permettre également de faire le suivi du projet. Et après, il y a ce qu'on appelle la structuration du projet.
nous allons essayer de structurer le projet. En structurant le projet, nous allons insérer des jalons dans notre projet et dire à MS Project qu'il s'agit du jalon et non des récapitulatifs. Nous allons également relier les jalons aux sous-groupes appropriés, mais également indiquer ses lignes prédécesseurs. Au niveau de la visualisation, nous allons aussi visualiser les tâches critiques pour connaître où devons-nous accentuer le projet, ou bien où devons-nous accentuer le management de ce projet-là. Et après la visualisation, nous allons faire ce qu'on appelle le compte rendu, qui nous permettra de faire une préparation brève du projet pour le comité managérial. Ensuite, nous allons également faire la création des ressources. Pour la création des ressources, nous allons planifier toute l'équipe du projet d'Ombo et nous allons essayer de les affecter comme ressources. Nous allons affecter toute personne à une tâche, ou bien nous allons affecter des personnes qui sont concernées à exécuter telle ou telle tâche. Au niveau de l'affectation, on ajoute la colonne nom de ressources. S'il n'existe pas déjà, on va l'ajouter. Ça va nous permettre également de faire la répartition de l'affectation. Ça nous permettra de mieux faire l'affectation. Ça nous permettra de définir quelle personne doit s'agir de telle partie, quelle est la personne doit s'agir de telle partie. Et combien de personnes également doivent s'agir de telle partie, de telle tâche. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insérer la colonne de coûts. L'insertion de la colonne de coûts, c'est pour déterminer le coût total du projet. Dès l'instant qu'on a fait l'affectation des ressources, on a créé des ressources en amont, on a fait l'affectation, on va insérer l'affectation, on va insérer la colonne de coûts. Et dès l'instant qu'on insère la colonne de coûts, automatiquement, MS Project pourra nous donner telle tâche a un coût total de telle tâche a un coût total de tel. On sera en réalité sans pour autant se fatiguer avec les calculs, on pourra le voir au niveau de MS Project que telle tâche correspond à tel coût, telle tâche correspond à tel coût, et le projet en réalité, le coût global du projet est de tel. Et après ça, il faut insérer le plan de référence. L'insertion de plan de référence, c'est pour débuter également le suivi du projet. On a un plan de référence qui nous permettra de faire le suivi. Dès l'instant qu'on insère le plan de référence, on commence maintenant à faire le suivi du projet. Que ce soit un projet du domaine BTP, que ce soit un projet dans la médecine, que ce soit un projet du domaine communautaire. Là, n'importe quel projet, là, vous êtes en train de démarrer ce qu'on appelle le suivi. Et le suivi du projet également nous permettra de renseigner la date d'état. Ça va nous renseigner la date d'état que nous allons insérer d'ailleurs. Nous allons insérer également la ligne brisée. Nous allons insérer une nouvelle colonne pour rappeler également le pourcentage d'achevé. C'est-à-dire, chaque tâche, quel pourcentage, quel est le pourcentage qui a été achevé et quel est le pourcentage qui reste encore pour achever cette tâche-là. Et ça va nous permettre également de voir les différents sous-groupes, c'est-à-dire ces paramètres-là peuvent se faire manuellement. Pour les sous-groupes, bien sûr, peut se faire manuellement pour les sous-groupes. Mais pour les tâches en tant que telles, pour les tâches, ça se fait automatiquement. Dès l'instant que vous avez fait le paramétrage de façon manuelle au niveau des sous-groupes, là, ça va attaquer directement, ça va remonter directement au niveau de la tâche. Et MS Project vous dira, en réalité, il vous reste tel pourcentage pour telle tâche, il vous reste tel pourcentage pour telle tâche. Et dès l'instant que vous êtes terminé avec les différentes tâches et les sous-groupes, et là, vous aurez également ce pourcentage total vous allez voir également le pourcentage total pour le projet. Et ça vous permettra de vous situer dans le temps. En réalité, il me reste combien de temps pour achever le projet en fonction de la durée que j'ai. Et dès l'instant que vous avez pu quand même faire l'étude par rapport à ça, vous pouvez maintenant bien mener votre projet sans crainte. Si vous avez remarqué que vous êtes dans le temps, vous pouvez mener votre projet sans crainte. Et là, après, il y aura ce qu'on appelle, on va faire un rapport, comme on l'avait dit. On va faire un rapport du projet. Un rapport du projet
Ce rapport-là, on peut l'extraire au niveau d'Excel pour essayer de visualiser ça. On peut bien visualiser au niveau de MS Project, mais nous voulons quand même que nous voulons l'avoir. Nous pouvons le faire au niveau de MS Project pour la visualisation. Mais nous allons par la suite l'extraire au niveau d'Excel pour bien essayer, pour voir en réalité ces différentes informations-là. Oui, nous allons le voir au niveau de MS Project. Et maintenant, je sais pas, voilà. Est-ce qu'il y a il y a des questions par rapport à ça avant de taguer? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, on attaque. Hein? Ok. Il y a aussi le calendrier qui est là. Le calendrier, disons qu'on doit le dérouler dans 45 jours. On doit le dérouler dans 45 jours. Et au niveau dans cette partie également, vous avez la possibilité quand même vous avez la possibilité de paramétrer en amont si vous voulez travailler avec les jours ou bien si vous voulez travailler avec les heures, la semaine ou bien le mois. Ça dépendra de vous. Ou bien ça dépendra également du projet. Si vous allez travailler dans le projet, si vous allez travailler en fonction du jour ou bien en fonction de la semaine ou bien du mois. Vous allez faire le paramétrage par rapport à ça. Maintenant, la première semaine, c'est pour faire un lancement et la préparation. Pour ça, nous avons 3 jours. Nous avons 3 jours pour faire le lancement officiel du projet. Dans le lancement officiel du projet, il y a ce qu'on appelle l'annonce du projet, la mobilisation des équipes et réunion de démarrage. Nous allons essayer d'annoncer d'abord le projet et nous allons essayer de mobiliser l'équipe et ensuite faire la réunion de démarrage. Et nous allons ensuite faire la distribution des rôles et responsabilités au sein de l'équipe. C'est ici que nous allons désigner les différents chefs de département. Telle personne doit désigner tel département. Et chaque chef de département également a des équipes à manager. Et ensuite aussi, nous allons voir ce qu'on appelle la planification. La planification école de données, c'est la partie où nous devons faire la préparation des outils de collecte. Pour ça, des questionnaires, des formats de données à collecter. Je pense que là, on peut toucher, pour ceux qui ont maîtrisé, pour ceux qui ont maîtrisé, ils peuvent toucher ce qu'on appelle, ceux qui maîtrisent Kobo Toolbox, ils peuvent, ça sera un atout pour ces gens-là. Ou bien face à Google Form ou Console. Mais ça, disons ça, c'est dans le cadre du domaine communautaire. Les BTP, ils n'ont pas besoin de ça. Ceux qui sont dans le domaine des génies civils, ils n'ont pas besoin de lancer un questionnaire par rapport à ça. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Seulement ceux qui travaillent dans le domaine communautaire avec les GNG, qui ont besoin de questionnaires pour avoir l'avis de l'opération, ou bien essayer de recueillir certaines informations par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à l'information qu'ils veulent. Par rapport à l'information qu'ils veulent avoir. Maintenant, pour la planification, c'est de 4 à 7, c'est du 4 à 7, qui est également de 3 jours. Et maintenant, nous allons faire la collecte de données. C'est des informations, c'est-à-dire, si dans la semaine, la première semaine, disons, la première semaine, nous allons travailler 6 jours. Nous allons travailler 6 jours. Pour la première, nous allons travailler 6 jours. Nous allons travailler 6 jours pour la première semaine. Ce qui veut dire que seulement le dimanche, on ne travaille pas seulement le dimanche. Le premier, c'est de 1 à 3 jours. Et le deuxième, c'est pour le lancement. Et la planification, c'est de 4 à 7 jours. C'est de 4 à 7. Entre 4 à 7, c'est 3 jours. Entre 1 à 3, c'est également 1 et 3 également, c'est de 3 jours. Donc, nous allons travailler 6 jours pour la première semaine. Et pour la deuxième semaine,
nous allons essayer de faire la collecte de données et le développement de la plateforme. Le 8e jour au 14e jour, nous allons faire la collecte de données. Nous allons faire le démarrage de la collecte des données dans les écoles et auprès également des acteurs. Mais ça dépend également du projet que vous avez. Et ensuite, nous allons également faire le suivi quotidien de la collecte et la résolution des problèmes éventuels. Pour le 10e jour et 14e jour, nous allons également faire le développement de la plateforme numérique que nous avons lancée pour faire le démarrage de la création de la plateforme de données ouvertes et du tableau de bord interactif. Je pense que ça n'entre pas dans le cadre de la formation. Sinon, le tableau de bord également, ça, je sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le cadre, qui ont une fois fait une formation sur l'analyse de données et comme ça. Ça vous permettra de faire le suivi. C'est une manière également de faire le suivi, quoi, en fait. Ça vous permettra de faire le suivi en temps. Vous avez un tableau de bord, vous avez un tableau de bord des ventes, vous avez le tableau de bord de votre projet, vous pouvez également faire le suivi automatiquement. C'est une méthode qui est évolution qui quoi. Et pour la semaine 2 également, ou la semaine 3 du mois, nous allons faire la formation et consolidation des données. Nous allons faire la formation des parties prenantes, organiser des premières sections de formation pour les enseignants, les gestionnaires de données et autres acteurs locaux sur le portail des données ouvertes. Nous allons faire également la sensibilisation à l'utilisation des outils de collecte de données. Et ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle la consolidation des données collectées. Nous allons vérifier d'abord la qualité et la cohérence des données. Et nous pouvons également vérifier s'il n'y a pas de doublon dans ces données-là. Nous pouvons également voir en réalité est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Et le meilleur logiciel également pour ça, c'est Power BI qui vous permettra de faire d'éliminer les doublons en un clin d'œil. Et là, vous pouvez, au niveau de la semaine 4, vous pouvez également faire la finalisation de la plateforme et les premières analyses. Donc, vous pouvez faire la finalisation du tableau de bord et test. Nous allons faire le test de la plateforme pour garantir sa fonctionnalité, les affiches de données, les interactifs et consorts. Nous pouvons également faire la mise en place des premiers rapports d'analyse de données. Et enfin, et ensuite du mois, nous allons faire, pour la semaine 4, nous allons faire le suivi de l'impact et ajustement. C'est-à-dire le suivi des premiers retours des utilisateurs. Et voir en réalité est-ce que leurs retours sont favorables par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Si ce n'est pas favorable, nous allons essayer de voir comment nous allons réagir, comment nous allons essayer de faire, d'apporter un changement par rapport à ça. Parce que là, si on travaille en tant que dans le domaine communautaire, on travaille pour la population. Donc, si ce que nous sommes en train de faire, la population n'est pas satisfaite, nous devons essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on doit changer. En fonction de ça, nous allons maintenant faire des réajustements pour ensuite continuer le développement du projet. Et ensuite, pour la 5e semaine, il y a également ce qu'on appelle le plaidoyer. Pour le plaidoyer, on va essayer de faire la promotion du projet. Organiser des webinaires pour présenter des résultats préliminaires du projet, qui nous permettra également de distribuer des supports de communication. Nous allons également, pour les supports de communication, en effet, des rapports, des billets de blog, des photos et concerts. Et ensuite, nous allons faire la réalisation du webinaire et restitution, qui nous permettra de présenter des résultats du projet lors du webinaire et échanger avec les parties prenantes. Dans cette partie, nous pouvons également échanger avec la population de les parties prenantes en sorte, essayer de leur présenter le résultat du projet. Et pour la 6e semaine, nous avons fait ce qu'on appelle, qui correspond de 41e jour au 43e jour, qui nous permettra de faire un suivi de terrain. Pour ce suivi de terrain, on va essayer de collecter le retour des utilisateurs et l'analyse de l'impact du projet sur le terrain. Et ensuite, nous allons réaliser un suivi pour évaluer la durabilité de notre projet. Et ensuite, nous allons essayer de faire la relation de rapport d'activité financière pour nous allons ensuite transférer au bailleur ou bien au responsable managérial du projet. Et dans cette partie-là, nous allons faire la version des rapports d'activité en détaillant toutes les informations, soit des actions menées, des résultats obtenus. Nous allons les insérer
dans notre rapport financier. Nous allons faire également la soumission de ce même rapport financier et des documents, et des documents finaux au comité de financement. Nous allons le soumettre au niveau du comité de financement et ce comité de financement également fera de son travail et ensuite essayer de remonter le travail. Et enfin, ça c'est la fin de calendrier. C'est la 6e semaine, ça doit se dérouler en 6 semaines. Parce que n'oubliez pas que la situation est alarmante. On nous a dit que nous sommes dans une situation alarmante, donc nous devons essayer de travailler dans le temps. Nous devons maîtriser les 6 semaines-là pour mieux gérer le projet. Dès l'instant qu'on arrive à gérer le projet dans les 6 semaines-là, nous pouvons maintenant essayer de boucler le projet. Comme MB, ce calendrier est conçu pour mettre une mise en œuvre fluide. Et dans les délais, il est flexible également et peut être ajusté en fonction des besoins spécifiques du projet. Nous pouvons à tout moment essayer de Nous pouvons essayer de les ajuster à tout moment, ce projet-là. Et là, après, nous allons toucher ce qu'on appelle la liste des tâches. Nous avons les différentes tâches qui sont là. Les différentes tâches qui sont à ce niveau. C'est-à-dire, c'est un canevas des tâches du projet communautaire, dont l'étude de cas pratique avec MS Project. Pour la première tâche, c'est de faire la réunion d'ouverture avec les membres. Pour la réunion d'ouverture avec les membres, cette tâche-là n'a pas de sous-partie. Cette tâche n'a pas de sous-partie. On va faire la réunion d'ouverture qui peut être faite en un jour ou bien en quelques jours. C'est possible. Et il y a ce qu'on appelle aussi le recrutement. Et pour le recrutement, c'est la deuxième tâche. Et pour le recrutement, nous allons essayer de faire l'annonce des offres d'emploi. Une fois qu'on lance l'offre d'emploi, nous allons maintenant essayer de traiter les différents services. Dès qu'on lance les offres d'emploi, nous allons recevoir des candidatures. Et dès l'instant qu'on a reçu ces candidatures-là, nous allons essayer de faire le traitement de ces candidatures-là. Après le traitement de ces candidatures-là, les candidats retenus, nous allons le faire au retour pour l'entretien. Une fois sur place, une fois qu'on envoie au retour pour les candidats retenus pour des entretiens, nous allons ensuite faire la constitution des différentes équipes. Dès l'instant qu'on les a envoyés, qu'on leur a envoyé du moins au retour et qu'on a pu faire un entretien avec ces derniers, nous allons maintenant constituer l'équipe. Ça, c'est dans la deuxième tâche, au niveau du recrutement. Maintenant, pour la troisième tâche, il y a ce qu'on appelle le plaidoyer. Comme petite définition que j'ai donnée à ce niveau. Le plaidoyer, c'est pour des organisations, le plaidoyer pour les organisations solidaires. C'est une défense, ou bien c'est défendre une cause d'un individu ou un groupe de personnes. C'est ça le plaidoyer. On essaie de défendre la cause d'un individu ou bien un groupe d'individus. Mais dans une situation à but lucratif, le plaidoyer est mené par des membres actifs de l'association. Généralement, quand vous regardez les ONG ou les associations du monde, ils ont une équipe qu'on appelle l'équipe de plaidoyer. Et c'est cette équipe-là qui est chargée de plaidoyer. C'est cette équipe-là qui est chargée de mener à toutes les activités par rapport à ça. N'empêche, c'est sur le type de plaidoyer, mais ils travaillent en collaboration avec les différentes équipes de l'association. C'est lui qui dit, c'est lui qui a son calendrier avec son équipe. Mais dès l'instant qu'il organise quelque chose, ou bien qu'il envisage à faire quelque chose, il doit remonter d'abord l'information. Le chef de plaidoyer n'est pas le chef de l'équipe. C'est quelqu'un qui est dans l'association, qui gère une place dans l'association, mais qui n'est pas le chef d'équipe. Le chef d'équipe, le plaidoyer doit rendre des comptes au chef d'équipe. Le plaidoyer, après avoir fait des réunions avec son équipe, le plaidoyer également va faire un compte rendu au chef de projet. Et ce dernier également va voir, est-ce qu'en réalité, ce que ces gens-là m'ont soumis, est-ce qu'en réalité, ça vaut la peine d'étudier? Est-ce qu'en réalité, ça vaut la peine d'étudier? Est-ce qu'en réalité, on doit prendre en compte ces informations-là ou bien ce qu'ils veulent réaliser? Si ça entre dans le cadre de notre projet ou bien si c'est important pour l'avenir de notre projet, nous allons mettre en compte, nous allons mettre l'accent sur ça. Et ensuite, nous allons maintenant, pour toujours dans le plaidoyer,
faire valoir le point de vue. Cela implique également, en premier lieu, d'élaborer un discours qui doit répondre aux préoccupations suivantes. Dans un plaidoyer, dès l'instant qu'on rédige pour le discours dans le cadre d'un plaidoyer, il faut que ça réponde au moins ces préoccupations suivantes. Pour qui le discours est destiné? C'est quoi d'abord? C'est dans quel est pourquoi nous voulons faire d'abord le plaidoyer? Et si nous voulons faire le plaidoyer pour la réduction des plastiques, nous allons essayer de se poser la question. Pour qui le discours est destiné? Le discours peut être destiné à la population, au ministère de l'Environnement. Ce discours peut être destiné à ces derniers-là. Et maintenant, quel argument faudrait-il utiliser dans le cadre de ce plaidoyer? Dans le cas des plastiques, on peut dire que voilà, les plastiques peuvent détruire l'atmosphère. Maintenant, ce sont des arguments il y a d'autres arguments également qu'il faut se baser par rapport à ça. Quand on parle également du réchauffement climatique, on voit que l'une des causes également par rapport au changement climatique est ce qu'on appelle les plastiques là. Ensuite, nous allons maintenant essayer de se poser la question, quel élément de langage serait-il propice, puis en seconde, aurait-il serait diffusé ce discours. En ce qui concerne le langage propice, en réalité, ce n'est pas parce que voilà, on doit communiquer d'une manière à autre, mais c'est d'essayer de voir. Vous devez essayer de prendre en compte quel message que vous devez lancer. Par exemple, j'ai participé à un plaidoyer d'une organisation le mois passé, et je parlais le plastique. Le plastique tue avec sorte de quoi? On n'a qu'à laisser. Maintenant, ils ont fait sous forme de passe et ils ont collé ça au niveau de t-shirt. Ils ont marché au niveau de Parc Anne au ministère de l'Environnement. Et là, c'est juste une manière de montrer à la population que ce que nous sommes en train de faire, ça détruit notre atmosphère. Donc, c'est ça de langage que nous devons avoir. Pas pour dire que non, nous devons essayer d'aller au niveau des médias. Oui, c'est vrai. Mais le langage que vous devez utiliser dans la vie, ce langage-là peut également influencer d'autres personnes à laisser l'utilisation de certains produits qui peuvent produire la destruction de notre atmosphère. Et après, il y a ce qu'on appelle auprès de qui serait diffusé ce discours-là? La population, oui, la population. Et pour eux, ils sont basés sur les vendeurs de café Touba. Parce que là, leur cas, c'est d'essayer de se vendre, ils s'adressent au niveau pour les vendeurs de café Touba de 1, mais également ceux qui utilisent des tasses, des sachets plastiques et dans la rue. C'est quoi l'idée? Pour les vendeurs de café Touba, c'était quoi l'idée? C'est d'essayer de leur fournir des tasses réutilisables et non utiliser des casses ajoutées. Parce qu'on a tendance à voir que s'ils utilisent des casses ajoutées, ces derniers-là maintenant vont le jeter dans la rue et ça va détruire notre atmosphère. Et ceux qui utilisent également des sachets plastiques, ils vont le lancer dans la rue et là maintenant, ça sera pas, il n'y aura pas de c'est la raison pour laquelle c'est ce qui est en cause du réchauffement climatique. Et pour les vendeurs de café Touba, ils ont lancé un projet qui permet quand même de leur offrir des tasses réutilisables et des LCD, des casses ajoutées. Maintenant, comment on va le faire? C'est ce que je viens de dire. Parce que là, c'est bien de porter une idée, mais il faut savoir comment vous allez prendre, comment vous allez en prendre par rapport à ça. Et après, quel sera le porteur du message? On l'a touché tantôt, mais également, à quel moment on doit le faire et comment convaincre son public. Et ensuite, nous allons essayer bon, je pense qu'on a perdu un peu de temps par rapport à ça. Nous allons passer à l'étape 4. C'est des explications qui sont pour importantes, pour laquelle. Mais nous allons essayer de toucher la communication. La tasse 4, la communication, qui est également l'une des tâches. Il est important, comme on l'a dit lors de la partie théorique, la communication elle est primordiale. La communication, il est aussi au courant de confondre des stratégies de plaidoyer et stratégies de communication.
Pourtant, dans le cas, la communication n'est qu'un aspect de plaidoyer. Ce dernier également repose également sur quatre piliers. Dans la planification, nous avons quatre sous-tâches. Nous avons l'expertise. Nous avons l'expertise qui nous permet de fournir des preuves de construire un argumentaire. Nous avons également le levier qui nous permettra de faire c'est la relation directe qui nous permettra de faire une relation directe entre les décideurs. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les médias de la communication. Un levier qui est indispensable d'ailleurs pour faire passer un message, que ce soit à travers des influenceurs, à travers des journalistes et consorts. Il y a ce qu'on appelle la mobilisation des publics. La mobilisation des publics également, c'est un autre levier d'action. C'est de la manifestation également de l'occupation des locaux. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la phase 5 qui nous permettra de faire la sensibilisation. La sensibilisation, cette partie, on va pas quand même on a quelques étapes, donc on va pas quand même essayer de se détailler. On a la première l'étape 1, c'est de faire la préparation de la mobilisation communautaire. Et l'étape 2 également, c'est de faire la sensibilisation de la communauté. L'étape de la communauté, je pense que c'était trois étapes. Bon. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle quoi encore? Nous avons la tâche 6 qui nous permettra de faire l'organisation du projet. Et pour l'organisation du projet, ça va nous permettre de réussir le fonctionnement de notre projet. Tant qu'on n'a pas fait une bonne organisation, on pourra pas atteindre le but du projet. Mais dès l'instant où l'organisation a été bien faite en amont, là, on peut espérer quand même atteindre l'objectif. Et la tâche 7, du moins, on peut également faire la gestion des effets secondaires de la vaccination. On nous allons essayer de voir quels sont les effets secondaires de la vaccination. Et ensuite, nous allons faire la fin du projet, qui peut se faire pour juste une fête comme ça, ou bien donne des matériaux comme ça. Ça, c'est juste pour quelques heures, ou bien juste une journée comme ça. Et voilà ce qui met fin à ces différentes informations. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire là? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire là? Enfin, pour l'essentiel, c'est OK pour moi. C'est OK. Voilà. Maintenant, Pour moi aussi, parce que c'est OK, c'est bon. c'est pas ça. Maintenant, en fait, nous allons maintenant toucher, nous allons commencer à travailler sur Excel. On a terminé maintenant avec les explications du projet. Nous allons maintenant commencer à travailler sur Excel. Et si vous avez les ressources que je vous ai envoyées au niveau d'Excel, vous allez avoir ces informations-là. En amont, vous devez avoir l'information par rapport. Ça, c'est notre travail que j'ai fait avec l'équipe. Lorsqu'on était au niveau de l'élaboration du projet, on a parlé des objectifs livrables et on a parlé également des objectifs. Et là, voilà, on a résumé en tant que tel le travail à ce niveau. Le travail est résumé à ce niveau. L'objectif est là. Les objectifs et livrables sont là. L'objectif du projet. Quel est l'objectif de ce projet-là? Qu'est-ce que l'on veut? Quel est l'objectif de notre projet? C'est ce qu'on va mettre à ce niveau. Maintenant, dès l'instant qu'on arrive à trouver l'objectif du projet, nous allons maintenant essayer de trouver un nom à ce projet-là. On trouve un nom à ce projet-là, et là, après, on va essayer de voir les livrables. Pour le tableau des livrables, on n'aura pas quand même besoin de toucher ça. Pourquoi? Parce que on va essayer de le voir de façon pratique au niveau de, que ce soit ici, au niveau des hypothèses, mais également au niveau de mes projets. Également le suivi de graphique également, on va pas toucher ça, on pourra le faire au niveau de mes projets. On va essayer de faire un suivi de qualité au niveau de mes projets. Maintenant, par rapport à ce projet-là, quel est le nom que vous proposez pas? Quelle proposition, quel est le nom que vous proposez?
Moi, par exemple, je peux proposer riposte Covid. Riposte Covid. Qui d'autre? Ou bien le nom, ou bien ça. Oui, on peut maintenir. Je passe 0 cas Covid, mais c'est bon, riposte Covid. Ok, ça va. Maintenant, pour le nom, quel est le nom que nous avons? Quel sera le nom du projet? Quel sera le nom du projet? Mbour face au Covid-19. Mbour face au Covid-19. Et on maintient ou bien d'autres propositions? Non, c'est bon, on maintient. On maintient. Voilà. Et là, nous avons la date de début du projet. Nous allons essayer de le mettre à ce niveau. Projet c'est quoi? Non. Maintenant, nous allons essayer disons, prenons le 19 septembre pour la date de début du projet. Nous allons prendre le 19 septembre. Voilà, pour la date de début du projet. Et maintenant, après ça, nous allons essayer de prendre les hypothèses du projet. Et pour les hypothèses du projet, ça, c'est un projet que vous avez commencé après, avec d'autres équipes. Après, je vais essayer de changer ça. Cette partie-là, normalement, je vais essayer de éliminer complètement les informations là. C'était pour. Voilà. Et là, vous allez avoir ce tableau qui est vierge. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, demain, on aura quand même une autre séance. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens parmi vous qui doivent aller à l'église à 12h, si on avait prévu la formation à 12h demain. Par contre, s'il y a des chrétiens parmi vous, on va essayer de décaler un peu l'heure pour nous permettre quand même d'aller participer à la prière. Maintenant, avant la séance de demain, vous allez tous remplir le tableau là. Comme ça, on ne va pas perdre du temps demain pour ça. Vous allez remplir le tableau là. Vous allez donner l'intitulé, c'est-à-dire manager de projet comme on l'avait à ce niveau. Manager de projet, directeur des opérations, chef de projet, secrétaire. Vous allez les donner. Vous allez les énumérer. Vous allez prendre ici les noms et prénoms. Vous allez prendre les différents départements. Si vous avez au niveau de l'intitulé du poste, vous allez vous baser sur les intitulés pour essayer de comment dirais-je, de donner les différents départements. Le manager de projet, c'est dans le cadre de l'administration. On peut dire que la santé, c'est le médecine, le bureau communautaire également. Vous allez vous baser par rapport aux informations que vous avez fournies pour pouvoir essayer de faire la répartition des différents départements. Et là, maintenant, vous pouvez également faire la situation matrimoniale. La situation matrimoniale, vous allez également donner les domiciles, les contrats et consorts. S'il s'agit du CDD, s'il s'agit du CDI, vous allez essayer de les énumérer à ce niveau. Et dès l'instant demain, Inch'Allah, nous allons maintenant travailler avec les différents employés pour nous allons essayer de faire à ce niveau. C'est juste un petit calcul qui vous permettra quand même de maîtriser un peu la notion des NB-VAL et de NB, des NB-VAL et de NBC. Ce sont des notions qui vous permettra quand même de maintenir ces informations-là. Si c'est bon jusqu'à là, je pense qu'on peut s'arrêter là jusqu'à demain, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions. Allô? Oui. Oui, j'ai une question. Comme vous avez dit, vous avez parlé de deux types de projets communautaires et projets BTP. Oui. Je voudrais savoir, c'est lorsqu'on va finir de dérouler
parties, la grande partie, cette première partie-là, le projet communautaire, qu'on va attaquer le projet BTV. Ça. Effectivement, oui. Dès l'instant qu'on terminera avec le cas des domaines communautaires, je vous envoie également des cas, un cas pour le domaine BTP qu'on va essayer de faire. C'est bon. Autre question? Bonjour, M. Touré. Bonjour, Patrick. Est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer le cours pour pouvoir le reprendre? En effet, j'ai enregistré. L'enregistrement est en cours. Ok, vous pouvez le mettre à dispo pour qu'on puisse reprendre tout ça et revoir certains passages qui nous ont échappé. Aucun souci. L'enregistrement est déjà en cours. Après, je vais vous envoyer ça, Inch'Allah. D'accord, merci. Oui, M. Touré, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur les tâches demandées? Au niveau des tâches? Oui. Non, ce que vous avez demandé de faire de notre part avant de... Ah, ok. Bon, je parlais de ce tableau-là. Si vous regardez, dans le déchet que je vous ai envoyé, le document que je vous ai envoyé, il y a une feuille Excel qui se trouve là-bas. Dans cette feuille Excel-là, vous allez avoir cette partie-là. Vous allez d'abord avoir deux feuilles. La première feuille, sont les objectifs et les livrables. Deuxième feuille sont les hypothèses. Et au niveau des hypothèses, vous allez avoir ce tableau qui est vierge. Et ce tableau qui est vierge, c'est ici c'est ce que vous devez remplir. Vous devez remplir au niveau de l'intitulé du poste. S'il s'agit, il y a combien? Le tableau est là. Vous devez remplir ce tableau-là. Manager, coordinateur, secrétaire, tout ce qu'un projet doit avoir pour tout ce que nous devons avoir comme une équipe complète d'un projet, quoi. C'est ce que vous devez énumérer. Tout ce qu'on a besoin comme une équipe complète d'un projet. Dès l'instant que l'équipe est complète, nous allons maintenant travailler, vous allez donner des noms des différentes personnes et les prénoms. Vous allez donner également le département en fonction des intitulés. Dès l'instant que vous donnez l'intitulé, ici par exemple, s'il s'agit de soutien d'agents communautaires, nous allons essayer de mettre ici agents communautaires. S'il s'agit par exemple de secrétaire, nous allons mettre ici nous allons mettre administration. S'il s'agit de santé, nous allons essayer s'il s'agit de médecins ou d'équipe de médecins, nous allons mettre ici santé, ce qu'il faut faire. Et au niveau de la situation matrimoniale également, c'est à vous de l'insérer. Soit vous allez mettre la situation matrimoniale de la personne. S'il s'agit de célibataire, marié, veuve, ça dépendra de vous. Et que la personne est célibataire, mariée, veuve, ça dépendra. Voilà. Et si au niveau de domicile également, vous allez essayer de les remplir. Et enfin, vous allez donner des contrats. S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, vous allez essayer de les énumérer. C'est tout ce qu'on vous a demandé de faire. Est-ce que c'est bon? Oui. Le nombre d'individus, c'est nous qui le déterminons ou bien c'est donné? Vous allez donner le nombre d'individus en fonction du nombre de lignes que je vous ai donné ici. D'accord. Oui. Dès l'instant, si le tableau est plein, Okay, merci. vous pouvez vous arrêter là.